Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir aux personnes qui nous écoutent de l'extérieur du Québec et du Canada, parce que je sais que dans les inscriptions à ce webinaire, il y en a quelques-unes qui sont en Europe et en Amérique latine notamment. Je me présente tout de suite. Je m'appelle Mouloudi Dir, donc je coordonne un secteur d'activité ici au Centre Justice et Foi qui s'appelle Vivre Ensemble. Le Centre Justice et Foi donc, est l'organisme à l'origine de l'organisation de ce webinaire. Pendant que je parle, mon collègue Sylvain Bouchard, que je remercie et qui nous assiste à la technique, va vous partager quelques liens, donc qui vous permettront à la fois de savoir ce qu'est le secteur Vivre Ensemble et aussi un autre lien, si vous voulez être abonné, à notre infolette pour être tenu au courant de ce que nous faisons. Voilà, donc cela étant dit, je tiens chaleureusement à vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce webinaire placé sous le titre « Le sécularisme est-il un colonialisme ?» Dans le cadre de ce webinaire, mesdames, messieurs, ce que nous souhaitons, c'est d'essayer, c'est vraiment une exploration modeste, humble, de faire émerger donc dans l'espace citoyen et intellectuel québécois les éléments d'une réflexion critique, mais surtout politique, sur ce qu'est le sécularisme. Ce sécularisme, d'abord, il s'agira de voir ce que c'est, donc pédagogiquement, d'expliquer ce que c'est. J'ai pas besoin de vous rappeler que cette question du sécularisme qui est importante, c'est quand même quelque chose qui est grandement absent des débats sur la question coloniale et sur la question du racisme également. Donc, on essaiera d'abord d'expliquer ce que signifie ce terme pour, espérons-le, arriver à identifier quelques-uns des effets qu'il génère. Tout cela, donc, est le fruit d'une réflexion entamée il y a quelques années au secteur Vivre Ensemble. C'est une réflexion qui ne va pas de soi, mais qu'on essaye de faire cheminer progressivement. C'est une réflexion qui a été entamée donc au secteur Vivre Ensemble par moi, et je tiens tout de suite à dire toute ma reconnaissance, notamment à notre ex-directrice Elisabeth Garon, qui a cru à l'importance donc de réfléchir à ces notions et de me compagner finalement dans l'exploration de ce questionnement intellectuel que j'espère de portée citoyenne. Je tiens tout de suite à dire que notre objectif ici n'est pas du tout de plaider pour des points de vue antiséculiers. Ce que nous essayerons de faire, c'est de nous donner pour tâche de remonter un peu la généalogie des catégories du séculier et du religieux. Donc, pour être clair, il ne s'agit pas de plaider pour des points de vue antiséculiers. Il ne s'agit pas non plus de déprécier la valeur des points de vue antiséculiers. Ce qui nous intéresse et notre défi intellectuel sur cette question-là, il tient justement, à mon avis, c'est ce que je pense, il tient au fait qu'au sein de notre organisation, au Centre Justice et Foi, nous avons justement pris acte du fait que les représentations du laïque, du séculier, du religieux dans les États modernes, c'est quelque chose qui détermine l'identité des peuples et qui contribue à constituer leur sensibilité. Plus encore, ces notions figurent au nombre des éléments qui paraissent pour beaucoup à même de garantir leur expérience et surtout aussi des acquis qu'ils espèrent consolider. Dès lors, une fois qu'on a compris tout ça, ce qui devient fondamental, c'est donc pour nous de prendre la mesure de quelques-uns des enjeux qui sont sous-jacents à ces notions. Notre webinaire, donc, va explorer quelques-uns de ces enjeux. Il s'agira aussi de voir si le sécularisme est commun à tout le monde. Quand je dis est-ce que le sécularisme est commun à tout le monde, s'il n'est pas commun à tout le monde, qu'est-ce que cela nous enjoint de réfléchir en termes démocratiques et en termes de rapport au pluralisme? Je dirais aussi qu'il y a certainement dans l'idée de modernité qui est sous-jacente au sécularisme, des visions du monde et des formes de vie qui sont valorisées, qui sont normalisées, et d'autres qui le sont moins. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui est au cœur des enjeux sur le plan politique, une fois qu'on a dit ça? On ne pourra pas donc échapper à la dimension hégémonique au cœur de ces notions. Et donc, pour nous, ce qu'il s'agit de voir, c'est qu'est-ce que cela veut dire en termes d'exploration, de perspective un peu plus complexifiée en termes de rapport au pluralisme et à la justice. Pour pouvoir réfléchir sur des questions aussi complexes, aussi délicates et qui appellent un niveau de nuance que nous allons prendre au sérieux, nous avons en tout cas la chance aujourd'hui d'avoir avec nous deux intellectuels très au fait comme anthropologues de ces questions. Leur apport sera déterminant pour réfléchir donc autour de ces questions avec rigueur et nuance sur ces questions qui me paraissent centrales dans la conjoncture actuelle que je n'ai pas besoin de vous rappeler au Québec. Car le point de vue dominant, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est quelque chose qui tend à voir le séculier seulement comme un refus pur et simple de la religion. Or, les travaux de nos deux invités sont des travaux qui nous permettent plutôt de voir que le séculier politique, c'est quelque chose qui représente le pouvoir souverain dont dispose l'État moderne pour remodeler des éléments importants de la vie religieuse en stipulant ce qu'est ou ce que doit être la religion, en lui assignant un contenu propre et en propageant des subjectivités, des cadres éthiques et des pratiques
quotidienne qui l'accompagne. Voilà, je ne dis rien. J'espère avoir été clair quant à nos objectifs et j'espère surtout avoir levé quelques malentendus qui peuvent prévaloir dans les esprits. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais juste expliquer un peu quelques consignes très rapidement pour le déroulement de ce webinaire. Ce webinaire va se faire sous la forme d'un échange questions-réponses avec nos deux invités. On a privilégié ça dans un esprit pédagogique, justement, pour pouvoir un peu déplier ces notions. Je vais leur poser quelques questions introductives sur le sujet. Nadia Fadil et Jean-Michel Landry devront répondre en quelques minutes, 4 minutes à chacune d'elles. Ils vont essayer de faire un effort de synthèse. Je suis conscient que ce n'est pas quelque chose d'évident. Je leur indiquerai donc discrètement au bout des 4 minutes de conclure leurs réponses respectives. Une fois que les questions qu'on a préparées auront été épuisées, nous espérons avoir quelque chose comme 45 minutes donc, de temps d'échange entre nos deux invités et vous, chers publics, participants et participantes. Voilà, une autre consigne importante. Pour favoriser la participation du plus grand nombre, les questions qui vont émerger chez vous vont être recueillis via le chat. Tout au long de la discussion, ce que je vous invite à faire, donc, c'est de les rédiger, vos questions. Pas besoin d'attendre la période de questions, justement. De les rédiger tout au long, au moment où elles surgissent dans votre esprit, de les rédiger, de les adresser dans le chat privé, en privé, s'il vous plaît, à l'intention de questions pour les intervenants, qui sera ma collègue Élodie Ekobena, qui va se charger de les recueillir, de me les transmettre, et ensuite, je vais les poser en votre nom à nos deux invités. Voilà pour les consignes. Donc, j'espère avoir été clair quant à la question de la façon que nous avons privilégiée pour les questions. Maintenant, je vais présenter nos deux invités que je remercie en votre nom, au nom de mes collègues pour la générosité de leur temps, mais surtout pour le courage qui est le leur, qui consiste à se prêter à cet exercice sur une question aussi délicate, aussi complexe, qui nécessite quand même, dans le cadre d'un débat citoyen, énormément de pédagogie et énormément donc c'est ça, de pédagogie, je pense que c'est le mot. Je vais te présenter tout de suite Nadia Fadil, qui est donc avec nous depuis la Belgique. Elle est professeure associée au département d'anthropologie culturelle et sociale de l'Université catholique de Louvain, en Belgique. L'université, c'est le versant néerlandophone de cette université catholique. Nadia Fadil est également directrice de programme dans cette université. Ses recherches portent sur l'islam en Europe, à Bruxelles en particulier, sur la question de la race, du sécularisme, du postcolonialisme et de cette notion de déradicalisation, mais qu'elle réfléchit dans une perspective critique surtout. Nadia Fadil a publié en 2020 un livre co-dirigé avec Monique Scheer et Brigitte Schöpflern Johansson, qui a pour titre Secular Bodies, Affects and Emotion European Configuration. Donc, normalement, il y a des liens qui vous sont partagés dans le chat si vous voulez en savoir davantage. Un texte aussi introductif à l'œuvre d'un grand anthropologue à l'origine de ces questions que nous avons au cœur de notre échange de ce midi. Donc, un texte qui a pour titre De la religion aux traditions, quelques réflexions sur l'œuvre de l'anthropologue Talal Assad. Donc, dans Archives de sciences sociales et religions, le numéro 180, la figure de Talal Assad, vous allez vous rendre compte, elle est très importante dans ces débats. Nadia Fadil est aussi membre du comité de rédaction de la revue Marronnage, qui a pour sous-titre Les questions raciales au crible des sciences sociales. Le tout premier numéro donc, de cette revue il est sorti il y a quelques mois. Normalement, on vous l'a partagé, il a pour titre Le racisme en procès. Vous allez découvrir que dans le comité éditorial de cette revue, dont le rédacteur en chef est Abdelali Hadjat, vous allez découvrir plein de figures sociologues québécoises notamment, qui sont des collaborateurs et collaboratrices du secteur Vivre Ensemble. Je pense à Serma Bilgué, je pense à Abdelali Hadjat et de nombreux autres. Voilà pour Nadia Fadil. Jean-Michel Landry, maintenant que je veux présenter, qui est un anthropologue québécois qui gagnerait à être connu. Donc, il est professeur associé au département d'anthropologie et de sociologie de l'Université Carleton. Il est chercheur affilié à l'Institut français du Proche-Orient. Son travail porte sur le Proche-Orient, l'islam, le sécularisme et la théorie politique. Sa thèse de doctorat, Jean-Michel a reçu le prix de l'Association of Middle East Anthropology en 2017. Ses travaux sont parus dans des revues comme L'Homme, American Anthropologist, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East et un site Internet que je vous recommande pour si vous lisez l'anglais, qui porte justement sur les questions théologiques et politiques, qui a pour titre The Immanent Frame.
Jean-Michel a publié un très beau texte introductif, donc justement à l'œuvre de Talal Assad. Je disais la même chose de Nadia Fadil. Il a écrit un texte qui s'appelle Les territoires de Talal Assad, pouvoir, sécularité et modernité dans la revue L'Homme. Donc, normalement, un lien de référence vous est partagé. Il a publié un magnifique texte également qui a pour titre Niqab, Sunglasses and the Sincerity of Belief, donc qu'on peut traduire en français par Niqab, lunettes de soleil et croyance sincère, dans la revue des Human Frame, et aussi un texte que je vous invite à lire dans Le Devoir, l'édition du 6 mars 2013, qui a pour titre La troublante généalogie du Bureau de la liberté de religion, un texte qui date de l'époque de Stephen Harper. Voilà. J'espère avoir été clair quant aux indications, quant à la présentation qui sont un petit peu rapides et expéditives, qui ne rendent certainement pas justice à leur itinéraire et à la richesse de leur contribution. Mais voilà, on est pressé dans le temps. Je vais donc y aller tout de suite avec la première question. J'espère ne rien oublier en ce qui est des consignes. J'espère avoir été clair. Les présentations sont faites. Les objectifs de ce webinaire, j'espère avoir été clair. Donc, la première question, Jean-Michel Landry, Nadia Fadil, qu'est-ce qu'on entend par critique du sécularisme? Et en sous-question à cette question, en quoi elle bonifie ou elle renouvelle notre compréhension du colonialisme? Celui des deux parmi vous qui veut commencer, s'il vous plaît. Je vais y aller, vous m'entendez bien? D'abord, avant de répondre à la question, je veux remercier le Centre Justice et Foi d'organiser un événement comme ça. Je pense que le Centre Justice et Foi est au Québec le seul organisme qui donne qui offre un espace pour réfléchir à ces questions-là qui, comme tu le disais, Mouloud, sont délicates, sont difficiles. Difficiles parce que parfois elles nous divisent, mais l'histoire nous a appris que l'indifférence nous divise encore plus. Donc, merci à vous de soulever ces questions-là. Et comme tu le disais, Mouloud, la question du sécularisme, ces dernières décennies, a été débattue dans les cercles, surtout nationalistes, voire islamophobes, mais les cercles anticoloniaux, les cercles antiracistes ne se sont pas encore saisis de cette question-là. Donc, pour revenir à ta question, critique du sécularisme, il faut d'abord peut-être parler de qu'est-ce qu'on entend par sécularisme. Parce que le sécularisme, c'est pas seulement la loi 21, c'est pas seulement la charte des valeurs, c'est pas non plus simplement ce qu'on appelle la laïcité. Souvent, on va parler de la laïcité comme la version française du sécularisme. Le sécularisme, c'est quelque chose de beaucoup plus ample. C'est d'abord trois choses. D'abord, un mouvement social, politique, philosophique qui vise à privatiser la religion, qui vise à faire de la religion une affaire de conscience individuelle, une chose personnelle, un ensemble de croyances qui résident dans l'esprit humain. On appelle ça souvent la foi. Donc, privatise la religion, on en fait une affaire individuelle, une affaire de conscience. C'est un premier aspect du sécularisme. Le sécularisme, on le présente aussi souvent comme la séparation du religieux et du politique ou la séparation de l'État et de l'Église. Ça, évidemment, quand on pense à ça, on se bute tout de suite à des limites. Là. Au Canada, on est une monarchie constitutionnelle. La personne qui a l'autorité ultime, c'est le roi d'Angleterre. Charles III, qui est, aux surprises, à la tête de l'Église anglicane. Donc, on repassera pour la séparation entre l'Église et l'État. Mais au-delà de ces limites-là, quand on s'y attarde, et Mouloud, tu as fait référence en introduction, on voit que ce n'est pas tant une séparation qui se joue entre le religieux et l'État, mais souvent une prise en charge du religieux par l'État. Donc, on soumet la religion à des impératifs, à une logique d'État. Et ça, ça peut paraître abstrait, mais on va y revenir. On va y revenir avec des exemples. Et troisième point, le sécularisme, c'est un courant de pensée. C'est une tradition de pensée, c'est une philosophie qui est dominante chez nous, mais qui, contrairement à d'autres courants de pensée, c'est une tradition qui prétend être à la base de toute forme de pensée humaine. Donc, pour les tenants du sécularisme ou pour ceux et celles qui parfois l'acceptent inconsciemment, pour ces gens-là, la raison humaine elle-même est séculière. Elle est séculière, elle est athée, elle est laïque. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la pensée séculière, parce qu'elle est partagée, parce qu'elle est universelle, parce qu'elle est
propre à tout le monde, elle est quasiment naturelle. Elle est la seule qui puisse servir de base à un dialogue public. Donc, elle est universelle, elle est partagée à condition, évidemment, de faire le ménage, là, de mettre de côté ses préférences religieuses. On va croire qu'elle est naturelle, rationnelle, fondamentale, universelle. Et donc, le débat public, lui, c'est ce qu'on croit, doit exclure tout point de vue religieux qui serait particulier vis-à-vis d'un fondement de l'esprit humain là, qui serait, lui, universel et propre à tous et chacun. Donc, quand on parle de critique du sécularisme, et je sais que Nadia a sans doute des choses à ajouter sur qu'est-ce que c'est que le séculier, qu'est-ce que c'est que le sécularisme, avant d'en venir à la critique, mais je peux déjà dire que cette prétention à l'universel, c'est une chose que certains d'entre nous remettent en question. C'est quelque chose qu'on cherche à questionner parce que ça produit, vous pouvez l'imaginer, des effets d'exclusion. Donc, je passe la parole à Nadia qui a peut-être des choses à ajouter sur qu'est-ce que c'est que le sécularisme. On reviendra aussi à la sous-question ensuite, en quoi elle bonifie notre compréhension du colonialisme. Nadia, à vous. Donc, tout d'abord, j'aimerais commencer par vous remercier pour cette invitation et mes excuses aussi pour les petits problèmes techniques. Et bonsoir aussi à tout le monde qui sont en période de soirée. Bonjour aux gens qui sont à Montréal. Donc voilà, j'aimerais en effet continuer sur ce que Jean-Michel a expliqué, mais peut-être revenir un peu plus sur cet élément de la critique du sécularisme, car en effet, je pense que c'est un peu l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, car en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un débat académique, moi, ce qui me frappe toujours, c'est qu'il y a une sorte de décalage entre le débat académique autour de la notion de la sécularisation et du sécularisme et le débat public où la question de la sécularisation, le sécularisme, laïcité, bon, ça vient en différence. Tous ces termes sont bien distincts, mais on voit souvent qu'ils sont mélangés l'un avec l'autre, où c'est comme si c'était un fait établi, un fait sacro-saint, où on n'a pas de débat autour, etc. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce qu'on entend par la critique du sécularisme et en quoi elle bonifie la compréhension du colonialisme? J'aimerais peut-être répondre en deux temps. Le premier, c'est de souligner qu'en fait, dans les sciences sociales qui ont théorisé la question de la sécularisation, déjà depuis Max Weber, et après comment le paradigme s'est développé à partir du XXe siècle, mais comment déjà à la base des sciences sociales avec Comte et d'autres, on disait que avec la modernité, ce que vient d'expliquer aussi Jean-Michel, la religion va se dissiper, va se privatiser, ne va plus jouer un rôle important dans l'organisation de la société. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle le paradigme de la sécularisation, que déjà depuis la seconde moitié du XXe siècle, elle est contestée en termes académiques et qu'il y a des débats là-dessus, qu'il y a des débats, on peut dire d'abord d'ordre empirique, à travers le constat qu'en fait, on observe que cette soi-disant sécularisation de la société ne se produit pas comme l'avaient prédit les anciens modernistes tels que Comte ou tels que d'autres, Tyler pour l'anthropologie ou d'autres, et qu'en fait la religion continue à jouer un rôle très important, même dans des pays dits modernes, avancés entre guillemets, tels que les États-Unis par exemple, où la religion continue à jouer un rôle très important, ou dans d'anciens pays comme par exemple des pays qui anciennement étaient sous règne même pas laïque, mais athée. Je pense par exemple aux pays soviétiques, où la religion a réémergé après la chute du mur et après la chute de l'USSR. Donc, cela a apporté plein de sociologues, empiristes et des chercheurs en sciences sociales face au constat qu'en fait, on devrait peut-être re-questionner ce paradigme, qu'il ne s'agit pas seulement des pays non occidentaux, car on savait bien que dans les pays non occidentaux et dits non modernes, la religion continue à jouer un rôle, mais que la religion continue à jouer un rôle même dans les pays dits avancés. Vous voyez que j'utilise les guillemets, car cela va aussi m'amener à la critique à laquelle on va immédiatement arriver, mais on observe que même dans les pays dits occidentaux,
la religion continue à jouer un rôle. Donc déjà, c'est face à ce constat que certains chercheurs, dont le Canadien Peter Bayer, ont parlé de la desecularization of the world. Casanova et d'autres ont vraiment publié des travaux là-dessus. Donc, vous avez vu mes guillemets tout à l'heure, car ce que l'on ressent immédiatement, c'est que l'idée de la sécularisation, à la base, était souvent utilisée pour démarquer les sociétés dites avancées des sociétés dites, on va dire, non avancées, des sociétés dites traditionnelles, des sociétés dites primitives, entre guillemets, où l'on considérait que c'était le grand démarcateur. Les sociétés dites primitives étaient saturées par la religion, tandis que les sociétés dites avancées sont beaucoup plus laïques. Donc déjà là, on voit une première dimension coloniale apparaître, hein, comment la sécularisation devient une façon de se démarquer comme étant plus avancée dans l'histoire. Après, comment est-ce qu'on voit aujourd'hui cette critique face au colonialisme, et en tout cas les travaux dans lesquels on est engagé, qu'il s'agit de moi, Jean-Michel Landry ou Mohamed Amer-Mezian que vous avez cité tout à l'heure, c'est d'essayer de comprendre justement comment, aussi dans les régimes coloniaux, on va instituer, on peut dire, à travers une forme de gouvernance qu'on pourrait qualifier de laïque ou de séculière, et ce sera surtout le cas à partir du 19e siècle, car avant cela, c'est surtout on peut dire des gouvernances chrétiennes, mais qui vont graduellement évoluer vers des gouvernances plus dites séculières ou nationales. Que dans ce cas-là, on va plus essayer de, on pourrait dire, discipliner ou réguler les traditions dites religieuses. Car c'est quoi, en fait, le régime séculier? Jean-Michel Landry l'a expliqué très bien. C'est un régime où la question de la religion se pose. Il y aura une interrogation constante sur c'est quoi la religion, quels sont les contours de la religion, quelle est la place de la religion. Et donc, cela peut se traduire dans l'affirmation que dans une société particulière, si on veut avoir une bonne gouvernance, il faudra discipliner la tradition religieuse car elle déborde par rapport à la place qu'on lui assigne. Par exemple, je donne comme exemple les pays qui étaient sous tutelle britannique ou française dans le monde arabo-musulman, où justement ce débordement de l'islam était un souci, ou en Hollande, par exemple, l'Indonésie qui était sous régime colonial hollandais, il y avait une constante interrogation par rapport au débordement, on pourrait dire des mouvements musulmans qui pouvaient être considérés comme menaçants par rapport à l'ordre colonial établi. Et donc, on va essayer de discipliner, on va essayer de réformer, c'est là où tout le discours autour de réformer l'islam commence à émerger. Et aussi dans d'autres cas, hein, car il ne s'applique pas seulement au monde arabo-musulman, mais aussi dans d'autres mondes où le constat était ces peuples-là n'ont pas la religion. Il n'y a rien en fait. Hein. Et je parle là par exemple du contexte amérindien, animiste, etc., où ces traditions-là, justement, à l'inverse, là on n'est pas face à un débordement, mais on est face à une absence. En tout cas, imaginer absence, une absence imaginée, car on ne pensait pas que l'animisme ou quoi d'autre étaient des traditions à part entière. Et donc, où le constat était, on peut leur apporter la civilisation, on peut leur apporter une ontologie, une vision sur la société, et les coutumes traditionnelles, on ne doit pas en prendre compte. Voilà, merci beaucoup Nadia. Je sais pas si tu as des éléments à ajouter, Jean-Michel, mais je vais quand même enchaîner tout de suite avec la deuxième question. Donc, à partir de ce que vous avez expliqué, de ce qu'est le sécularisme, qu'est-ce qui l'induit dans sa logique de disciplinarisation. Vous avez bien montré, c'est une façon qu'a l'État de gouverner la religion, c'est pas juste un processus de séparation. Donc, l'autre question, c'est quel type d'hégémonie politique est au cœur du sécularisme et quelles sont les formes de vie qui s'en trouvent dépréciées ou dévalorisées. Je pense qu'il y a des éléments introductifs qui ont émergé de la fin du propos de Nadia Fadil. Peut-être poursuivre là-dessus, Nadia, et ensuite je donnerai la parole à Jean-Michel. Oui, je pense que c'est une question intéressante et compliquée à la fois, car
souvent, je pense que c'est très difficile de dire que le sécularisme s'allie avec une forme politique dans le sens où on le comprend régulièrement, c'est-à-dire socialiste ou libéral, car on retrouve une vision séculière du monde dans le communisme, on le retrouve dans le libéralisme, on le retrouve dans le marxisme, on le Dans le retrouve... tiers-mondisme. Pardon? Même dans le tiers-mondisme. Même dans le tiers-mondisme, on le retrouve dans le capitalisme. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'un projet politique dans le sens où on le comprend souvent. Ce qu'on peut dire, c'est que ça fait partie de la modernité. Donc, s'il y avait une grille de lecture qu'on pouvait utiliser beaucoup plus large, hein, beaucoup plus consistante et enveloppante, c'est la notion de la modernité qui aussi se liait. Donc, je pense que là, il y a pas mal de chercheurs qui travaillent aussi sur cette question, qui réfléchissent au lien entre le christianisme, la modernité et le sécularisme et la sécularité. C'est bien sûr une thèse déjà assez ancienne, hein, qu'on retrouve déjà même chez Max Weber, qui a réfléchi à la question autour de la modernité, la sécularité, le capitalisme, etc. Mais souvent en façon de terme, de façon exclusive pour dire que la société occidentale peut se moderniser et les autres pas. Mais je pense que c'est très important de souligner que ce n'est pas le fruit d'un projet politique distinct, mais que c'est plutôt quelque chose qui émerge avec un processus avec la notion de modernité qui a au cœur, on pourrait dire, ça dépend de qui on suit pour définir la modernité, mais là, je suis plutôt le projet de Bruno Latour, hein, qui est un peu cette tradition anthropologique qui définit aussi la modernité à travers des césures et des coupures entre la nature et la culture, des coupures entre l'immanence et la transcendance, des coupures entre l'homme et l'animal, différentes formes de coupures et de distinctions. Et le sécularisme est le produit dans le sens qu'il s'inscrit dans une forme d'immanence. Le monde est ici, le monde n'est pas dans l'au-delà, on fait abstraction d'un au-delà, l'ontologie s'inscrit dans le ici. Et donc, tout ce qui faisait avant partie d'une tradition chrétienne, c'est-à-dire le salut sera obtenu dans l'au-delà, on essaye de l'obtenir ici sur Terre, on essaye d'être heureux ici sur Terre, on essaye d'avoir du succès ici sur Terre. Donc cette dimension immanente va reprendre le dessus. Merci Nadia. Jean-Michel, c'est très clair. Oui, moi, je voudrais faire un bout de chemin sur ce que Nadia a dit tout à l'heure en répondant à ta question sur l'idée que l'État gouverne, discipline les religieux. Tout à l'heure, je l'ai dit, l'État soumet le religieux à des impératifs d'État. Certains vont dire, c'est génial, enfin, la puissance publique met ses culottes, reprend ses droits. On peut dire, soumettre le religieux à la logique de l'État, c'est très bien parce que l'État, c'est progressiste, c'est démocratique. Mais il faut d'abord tout de suite ici faire attention. D'abord parce qu'il faut jamais confier à l'État le monopole de la pensée progressiste, mais aussi parce que dans le contexte canadien, on doit composer avec un héritage et même un présent qui est profondément colonial. Et je ne suis pas certain que de donner le droit à l'État de gouverner les religions autochtones, c'est la meilleure façon d'opérer une réconciliation. Et Nadia parle de gouverner les religions autochtones, discipliner la religion. Je pense qu'on peut même aller plus loin. L'État, et on parlera d'exemple tout à l'heure, l'État arrive à définir ce que c'est que le religieux pour les autres. L'État arrive à définir ce que c'est que le religieux pour les Autochtones. Et je prends souvent l'exemple de la nation Ktunaxa, qui est une nation autochtone de Colombie-Britannique, qui en 2017 s'est opposée à la mise en chantier d'une station de ski en Colombie-Britannique, parce que la station de ski, elle se trouvait sur un territoire sacré pour la nation Ktunaxa, un site sacré où résidait, aux yeux de cette nation-là, l'esprit du grizzly. Donc, les Ktunaxa se sont opposés à ce projet-là qui brimait leurs droits religieux, qui posait entrave à leurs pratiques religieuses. Ils se sont donc pris appui sur le droit à la liberté de religion. Ça se retrouve dans les tribunaux canadiens. Et qu'est-ce que les tribunaux canadiens disent? Eh bien que non.
que non, le projet de station de ski ne brime rien parce que la religion, elle est dans vos têtes. Elle n'est pas sur le territoire. Donc, si vous, nation autochtone, considérez la terre, le territoire comme sacré, ben, c'est votre problème. Et ça se passe dans votre tête parce que la religion, et c'est là où les tribunaux en viennent à définir ce que c'est que la religion, la spiritualité ou la foi. Et elle le fait pour les autres parce que, et c'est ce que dit l'État, la religion, c'est une affaire de confiance, de conscience. Ça se passe dans votre tête. On peut se poser la question, qui est l'État canadien? Qui sont les tribunaux canadiens pour dire à une nation autochtone comme celle des Ktunaxa que la religion, c'est une affaire de conscience et qu'elle n'a pas de forme matérielle, qu'elle ne s'incarne pas dans le territoire, qu'elle n'a pas à revendiquer des territoires. Et quand on y pense, c'est absurde, parce que même les religions institutionnalisées, le christianisme a ses institutions, a ses bâtiments. Imaginez-vous, parce qu'on voit quand on fait la comparaison, on voit que c'est un rapport colonial qui se joue. Si on essaie de faire l'exercice 2 secondes, et on s'imagine l'État italien ou les tribunaux italiens qui disent on va raser le Vatican parce que, bon, je ne sais pas, moi, on veut bâtir des tours à condos, parce qu'au fond, le catholicisme, c'est dans vos têtes. On conçoit bien que c'est absolument impossible. Mais quand il s'agit de religion autochtone ou de religion, de forme religieuse qui ne cadre pas dans notre définition hégémonique, pour reprendre ton terme, Mouloud, qui ne cadre pas dans la définition de la religion que nous propose la pensée séculière, eh bien là, on dit non, c'est une religion qui en demande trop, c'est une religion, comme disait Nadia, qui déborde, une religion qui ne sait pas se comporter. Et donc, on dit non. Restez chez vous, pratiquez votre religion chez vous. Ça se passe dans vos têtes, dans votre conscience, dans votre fort intérieur, peu importe comment on nomme ça. Oui. Je suis obligé de te couper parce que ton propos est assez clair par rapport à cette question-là. Pour pouvoir enchaîner avec l'autre question, ou tu veux préciser encore en quelques secondes de ton propos? Je suis obligé de discipliner sur le plan du temps, là. Sur l'autre question qui est? Tout simplement dire que ta réponse est claire à cette question. Je voudrais passer à l'autre question. Vas-y, je t'écoute. Mais sinon, on va manquer de temps. Donc, c'est assez clair. Donc, cet effet hégémonique que tu viens de montrer à travers l'exemple autochtone. Donc, maintenant, l'autre question, c'est peut-on dire du sécularisme qu'il est un fondement comme un autre, ou, pour le dire autrement, est-il un fondement éthique commun à tout le monde? Qui parmi vous répondre à ça? Oui, Léo, Nadia, enfin. Donc, je répète la question pour le public. Peut-on dire du sécularisme qu'il est un fondement comme un autre, donc une vision du monde comme une autre, ou est-il, posé autrement, est-il un fondement éthique commun à tout le monde? Qu'est-ce que cette question-là suscite chez vous? Comment est-ce qu'il faudrait l'apprendre? Je pense que là, de nouveau, ça dépend de l'approche qu'on a par rapport à cette notion de sécularisme. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà à la base, je pense que avec Jean-Michel, on est vraiment sur la même ligne analytique, c'est de comprendre comment le sécularisme ou la sécularisation se construit autour d'un questionnement constant de la religion et d'une définition constante de la religion. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la sécularisation produit aussi la religion. Un exemple très clair que je donne souvent à mes étudiants, c'est dans un contexte comme la Belgique, par exemple, on a des débats constants sur le sapin de Noël. Est-ce que c'est le fruit d'un héritage culturel ou est-ce que c'est un symbole religieux? Et la réponse n'est pas claire. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des débats autour de cette question. Par rapport au foulard, on est beaucoup plus clair. C'est une question religieuse et donc là, le débat est est-ce que ça a sa place dans l'espace public ou pas, dans les institutions publiques ou pas? Tandis que par rapport au sapin de Noël, on ne sait pas trop. Il y a des gens qui disent, ben non, c'est païen, c'est pré-chrétien, c'est un héritage culturel, donc on peut le placer dans le bâtiment public.
Tandis que si on fait on le considère comme faisant partie de Noël, donc la chrétienté, un rituel chrétien, du coup, ça devient beaucoup plus problématique de l'avoir dans le bâtiment public, dans la mairie, parce que du coup, la mairie arrête d'être neutre. Donc, il y a toujours ces interrogations constantes. Ce n'est pas quelque chose de stable. Donc, je pense que c'est aussi important d'insister que ce n'est pas un projet hégémonique dans le sens, boum, on définit la réalité telle qu'elle se présente par rapport à nous et on la discipline de façon cohérente. Il y a beaucoup de contradictions, d'ambivalence, d'instabilité dans la façon dont cette question ce projet séculier se construit, si je veux utiliser ces termes-là. Mais donc, pour revenir à votre question, est-ce qu'il y a une sorte d'ontologie, hein, plutôt, si on peut utiliser ce terme un peu Oui, oui, je pense qu'on peut, mais elle n'est pas prédéfinie. Il y a une direction, c'est-à-dire il y a une notion de la religion. C'est pas toujours c'est quoi la religion, donc ça va dépendre des cas. Hein. Parfois, par exemple, on va considérer le sapin de Noël comme faisant partie de la religion, et donc ça va avoir des impacts exclusifs, où on va considérer la croix qui est dans un bâtiment public comme faisant partie de la religion et ça va avoir un élément exclusif. Mais si on le considère comme faisant partie de l'héritage, ben on va garder la croix dans les tribunaux, comme en Italie, par exemple, où on a décrété que la croix peut faire partie des tribunaux, car ce n'est pas un symbole religieux, mais ça fait partie de l'identité nationale, on va dire. Donc c'est pas une ontologie qui est tellement claire. Il y a une sorte de direction qui se définit autour de il faut créer un espace dans lequel voilà, qui est dit commun, hein, dans lequel tout le monde peut se retrouver, où la religion ne joue pas un rôle fondamental, car comme l'a dit Jean-Michel, la religion est une question de foi, est une question de croyance, tandis que la réalité sociale qu'on essaye de construire en commun, elle n'est pas basée sur la foi ou la croyance, elle est basée sur le savoir, elle est basée sur l'expérience, elle est basée sur le tangible. Mais tout ça, c'est des concepts qui se matérialisent ou qui deviennent concrets en fonction du contexte. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est pas, c'est vraiment quelque chose qui se définit dans un concret. Et donc, je pense que c'est ça qui est toujours important à retenir, ce qui explique pourquoi on a toujours ces débats constants. Car on n'est pas seulement en train de débattre une pratique, on est en train de débattre qu'est-ce qu'on définit aujourd'hui comme étant commun, qu'est-ce qu'on définit aujourd'hui comme étant le social et qu'est-ce qu'on définit aujourd'hui comme étant le religieux. Et aujourd'hui, on a décidé que le foulard fait partie du religieux, il y a une sorte de consensus là-dessus, on va l'exclure. Demain, peut-être qu'on va décider que, par exemple, un grand débat, le halal à l'école en Belgique, ça fait partie du religieux. Est-ce que ça a sa place à l'école ou pas, hein? Donc, ou est-ce que c'est simplement une norme diététique comme le vegan, mais peut-être que demain, le vegan va être considéré comme religieux et donc, du coup, on sera face à un problème. Hein. Donc c'est très dynamique à ce niveau-là, mais en même temps, il y a une matrice coloniale quand même très claire aussi qui l'anime, donc ce n'est pas aussi dynamique que ça. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant à réfléchir. Mais ça, peut-être, on peut développer plus tard. Alors, Jean-Michel, le sécularisme est-il commun à tout le monde? Il se présente comme ça, certainement. C'est l'histoire que le sécularisme se raconte à lui-même. Je pense que de notre point de vue, le sécularisme est une tradition de pensée qui, oui, fait partie de notre histoire, mais comme d'autres traditions de pensée. Mais c'est une tradition de pensée comme les autres. Et là, je dis tradition de pensée, ça semble aller de soi, mais c'est rarement comme ça qu'on se représente les choses. Bon, d'abord, à gauche, il y a plusieurs gens qui vont dire bon, la religion, c'est une forme de fausse conscience, c'est la position marxiste classique, là, la religion égale opium du peuple. Mais pour d'autres, c'est un système de croyance qui est une forme de socle qui est religieux, qui est rationnel, séculier, et sur lequel on peut ajouter des religions. Donc, la religion serait quelque chose qui s'ajouterait, qui s'élèverait sur un fond qui, lui, est partagé, et séculier et rationnel. Et si on faisait le ménage, là, on se débarrasse des superstitions, des formes d'ignorance, des
des croyances, on atteint cette espèce de roc, ce fondement-là qui est partagé, qui est commun, qui est universel. Et c'est sur cette base-là qu'on peut avoir un véritable dialogue. Mais on en a parlé déjà, cette pensée-là produit des effets d'exclusion. Il faut s'ouvrir, il me semble, à d'autres modes de pensée qui ne sont pas nécessairement séculiers. Il faut refuser l'idée que le séculier est universel, commun à tout le monde et que pour entrer dans l'espace public, pour prendre la parole publiquement, il faut faire le ménage dans les superstitions. Il faut dire aux Autochtones, oubliez tout ce qu'on vous a appris, tout ce que vous avez appris. Si vous voulez avoir voix au chapitre, si vous voulez avoir droit de cité, il faut absolument parler le langage séculier, alors qu'il y a, comme Nadia le disait, d'autres ontologies, d'autres cosmologies, d'autres manières d'être au monde, d'autres manières de se concevoir dans le monde que le simple mode de pensée séculier qui a sa valeur. Hein. Il ne s'agit pas, comme on disait tout à l'heure, de le mettre à la poubelle ou de définir notre point de vue comme anti-séculier, mais l'idée, c'est peut-être de le remettre à sa place. C'est un mode de pensée, Nadia en a parlé, qui a son histoire, qui a sa géographie. Je trouve que cette histoire, cette géographie-là sont profondément coloniales, on y reviendra, mais au-delà de ça, on peut y voir une valeur, mais il n'a pas de prétention à l'universalité, il n'a pas à dicter les termes dans lesquels se fait le débat public, il n'a pas à poser un cadre au débat public. Il me semble que si, encore une fois, on va avoir un dialogue, il faut accepter cette idée-là que non, ce n'est peut-être pas finalement un fond commun à tout le monde. Merci. La prochaine question est un peu plus absconne. Je vais essayer de la simplifier. Donc, bien entendu, il ne s'agit pas dans vos travaux ni dans ce que j'entends ici de dire qu'il ne faut pas être séculier. Il ne s'agit pas de déprécier les visions séculières du monde. Mais s'il faut en quelque sorte provincialiser le sécularisme, cela pose la question d'un pas de côté par rapport à quelque chose qui a été abordé tout à l'heure, c'est la notion même de critique. Comme vous le savez tous et toutes, la pensée critique, largement issue de la tradition séculariste qui a pris la religion pour objet. Donc, la question que je vous pose, c'est comment pourrait-on penser une tradition critique autonome si les termes du débat sont toujours posés de telle façon qu'ils normalisent l'idée que les sociétés sécularistes ou sécularisées doivent réaffirmer leur supériorité morale en termes de démocratie, de liberté d'expression et d'égalité homme-femme sur les autres sociétés. Donc, comment réfléchir l'horizon d'une tradition critique à distance de la tradition séculariste, justement, pas pour déprécier cette tradition-là, mais pour chercher une tradition critique autonome, quelque part. Ce n'est pas une question simple à vulgariser dans un débat grand public, mais il va falloir qu'on y parvienne un peu à jeter quelques jalons. Ce que tu nous invites, Mouloud, à faire, au fond, c'est à pluraliser notre compréhension de la critique, parce que la critique, c'est une notion fondamentale. Une notion fondamentale, une tradition philosophique. La critique, c'est le travail que la pensée fait sur elle-même. Voilà. Mais cette pensée-là n'a pas à être séculière. Il y a une critique qui existe à l'intérieur de chacune des religions. Ces traditions-là vivent dans la même histoire que nous, réagissent aux événements, se transforment par le biais de ce travail qu'elles font sur elles-mêmes, qu'on appelle en Occident, dans la pensée moderne, la critique. Ce qu'on propose, au fond, c'est un mouvement critique du sécularisme sur lui-même, de dire, attention, je réalise que je ne suis pas aussi universel que je le prétends et que à poursuivre les objectifs que j'ai poursuivis jusqu'à présent, je me trouve à exclure. Et ça, c'est le mouvement même, de la critique. Et la critique, depuis Emmanuel Kant, c'est de voir les limites d'une pensée, de poser les limites d'une pensée. Quand Emmanuel Kant a écrit la critique de la raison pure, il cherchait certainement pas à détruire la raison. Il cherchait à en voir les limites. Donc, une critique du sécularisme, c'est pas, on l'a dit plusieurs fois, de rejeter le sécularisme, c'est de voir quelles sont ses limites. Et c'est particulièrement important dans le cas du sécularisme parce que c'est une pensée qui se prétend comme universelle.
Donc, non, les fondements de la critique n'ont pas à être séculiers, même si historiquement ils le sont. On peut penser une critique du sécularisme, on peut penser, et il y a plusieurs gens qui l'ont fait, à des critiques internes aux religions qui sont menées sur d'autres bases que ceux de la pensée séculière. Oui, je pense qu'il faut s'ouvrir à ça, et c'est précisément le geste critique de réfléchir sur notre propre pensée pour en voir les limites. Peut-être pour un peu continuer là-dessus, je pense en effet, la question de la critique souligne l'importance ou l'enjeu ici, c'est de comprendre le fonctionnement du système dans lequel on est imbriqué, hein, et d'en voir les limites, comme l'a dit très, très, très bien Jean-Michel. Mais c'est aussi pourquoi en voir les limites, c'est quoi l'objectif ou l'enjeu. Et là, on revient un peu à la question coloniale. C'est pour pouvoir s'ouvrir justement à d'autres traditions et pouvoir en effet voir là où on est, nous, où sont pas seulement les limites en sens, on est limité, mais dans le sens, moi je dis ça parce que je viens de cette tradition, donc c'est normal que voilà, je pense, par exemple, je pense à un concept politique, la notion de la démocratie, par exemple. Pour nous, on va dire, dans le contexte de la modernité, il est très évident de penser un régime d'organisation collective à travers la notion de démocratie. Hein. Pour nous, c'est l'univers le plus imaginable, hein, le seul, on peut même presque dire. Et de comprendre, voilà, c'est pas pour critiquer la démocratie comme régime ou comme forme d'organisation, mais de comprendre que ça a une historicité qui lui est propre, que ça s'inscrit dans une tradition spécifique, et en même temps de comprendre, une fois qu'on a compris ça, ben, on peut imaginer qu'il y a d'autres formes d'organiser la collectivité qui n'utilisent pas le vocabulaire de la démocratie, mais qui peut-être utilisent d'autres vocabulaires, d'autres imaginaires, mais qui sont aussi des formes d'organisation de la collectivité. Et donc, qui ont aussi leurs propres limites dans le sens qu'ils ont leurs propres références de pensée, leur propre façon de savoir. Et l'enjeu dans tout ça, je pense, pour nous, et c'est un peu l'enjeu de tout anthropologue, ce qu'on appelle l'enjeu de la traduction, c'est de comprendre les débats qui se font dans les différentes traditions, dans leurs propres termes et pas de les récupérer dans nos termes. Un exemple que je peux donner, par exemple, c'est, on parle souvent de l'émancipation de la femme et du féminisme, etc., comme étant quelque chose d'universel et d'occidental, etc., et que l'Occident est à la base voilà, de l'émancipation de la femme. Et ce qu'on entend souvent, c'est voilà, par d'autres personnes des personnes qui sont situées ailleurs, c'est de dire, ben non, on n'a pas attendu l'Occident pour réfléchir à le traitement décent de nos concitoyens. Peut-être qu'on n'utilise pas le langage féministe, mais voilà, les membres féminins de notre communauté, de notre collectif, ont aussi des droits, ont aussi un statut, doivent aussi être traités de façon correcte, etc., sauf qu'on ne l'appelle pas féministe. Et l'enjeu dans tout ça, je pense, vraiment, c'est de comprendre les débats internes sans pour autant y lire « Ah, mais ils ont aussi une forme de féminisme ». C'est souvent ça le réflexe. « Ah, vous voyez, eux aussi, ils connaissent le féminisme ». Ou « Ah, vous voyez, eux aussi, ils ont des formes de démocratie ». Et je pense que ça, c'est très, très difficile pour revenir à votre question, Mouloud, de respecter les traditions dans leur autonomie. Car on a souvent la tendance de chercher « Ah, mais ils ont aussi une forme de féminisme ». « Ah, mais ils ont aussi une forme de libre pensée ». « Ah, mais ils ont aussi une forme de sécularisme ». Hein? Le grand débat, est-ce que l'islam connaît la sécularisation ou pas? C'est un grand débat dans les études des religions. Et je pense que ça, c'est vraiment le grand enjeu en même temps, on est dans un monde globalisé où on ne peut plus parler de traditions presque autonomes. Il y a une interpénétration entre les différentes traditions, mais dans le même temps, essayer de respecter, de comprendre le fait que chaque tradition a voilà, une historicité dans la critique et d'essayer de cerner la logique interne. Je suis très content. Je trouve que, en tout cas, je suis admirable. Vous faites un effort de synthèse et de vulgarisation qui est admirable. Merci Nadia, merci Jean-Michel. L'autre question maintenant qui est plus courte. Avec tout ce que vous venez de dire, à quelle forme de pluralisme ou de justice la critique du sécularisme, vers quelle forme de pluralisme ou de justice la critique du sécularisme nous conduit, ou quelle forme de pluralisme ou de justice la critique du sécularisme nous enjoint de penser?
Bon, vous avez esquissé quelques éléments, mais continuez là-dessus, s'il vous plaît. Moi, je pense, je parle plus pour moi, hein, je pense qu'il y a plein d'éléments qu'on peut soulever, mais peut-être pour moi, l'élément le plus urgent, je vais dire, hein, et je parle peut-être, moi, je suis située en Europe, en Belgique, aussi dans l'espace néerlandophone et francophone, et quand j'observe ce qui se passe en France en ce moment, je me fais beaucoup de soucis, mais pas seulement, hein, plus généralement aussi dans le monde, hein, c'est pas un mot très joyeux, hein, si on peut utiliser ces termes. Je pense que pour moi, un des enjeux principaux, c'est de comprendre aussi la violence qui va de pair avec... souvent, on associe la violence avec la religion. On a vraiment une sorte de tradition très, très... On a bien établi cette logique entre ces deux et c'est pas nouveau. C'est vraiment quelque chose qu'on a aussi hérité de la tradition des Lumières et de Hegel et d'autres, que l'idée du fanatisme et un débordement religieux va mener à la violence nécessairement, mais on le fait rarement en rapport au sécularisme et de réfléchir et de penser la question de la violence en rapport au sécularisme. Ça peut être la violence matérielle, hein, la violence vraiment des corps, hein, qui va de pair avec hein, on va apporter une société moderne et on va libérer les gens et donc du coup on peut se permettre des guerres, entre guillemets, jusqu'à la violence symbolique et la violence quotidienne de tu n'as pas ta place ici parce que tu portes le foulard, donc il faut que tu sortes de ce bâtiment, ou la violence discursive, la violence des mots. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui pour moi semble quand même assez essentiel à réfléchir de comment justement dans la construction et l'établissement de ce projet hégémonique va de pair avec beaucoup de formes de violence. Jean-Michel? Quelle forme de pluralisme, quelle forme d'inclusion? J'ai envie de dire, forme d'inclusion qui est un peu plus généreuse, plus radicale que ce qu'on a actuellement, qui relève de la reconnaissance ou de la tolérance. Il ne faut pas juste reconnaître et tolérer les modes d'expression religieux, les modes de pratique religieux, parce que quand on dit on tolère, il ne faut pas oublier qu'on reconduit toujours une hiérarchie. Hein. Le tolérant est toujours supérieur au toléré. Il faut aller au-delà de la tolérance, il faut aller au-delà de la reconnaissance, il faut écouter, il faut prendre au sérieux, il faut essayer de bâtir en commun et au fond, enjamber cette frontière, cette dichotomie entre le religieux et le séculier. Et c'est ça, la pensée séculière, c'est de poser cette frontière comme infranchissable entre le religieux et le séculier et de dire, voilà, le débat ne peut se mener que de notre côté, du côté séculier, universel. Votre côté, on l'a dit tout à l'heure, là, plusieurs fois, est particulariste et souvent ignorant, blablabla. Donc, enjamber cette frontière-là et essayer d'avoir un dialogue qui aurait d'autres bases et qui inclurait aussi des points de vue, des ontologies, des cosmologies qui soient différentes et qu'on ne fasse pas que les reconnaître et les tolérer, mais qu'on les écoute et qu'on se permette de dialoguer avec ces autres modes de pensée. Parfait, c'est parfait. On chemine. Alors, la dernière question que j'ai prévue, prenez le temps qu'il vous faut avant, parce que là, vous êtes admirablement efficace et on ne déborde pas. Donc, je suis très content, le temps est respecté, puis on va avoir quand même une période substantielle pour l'échange. Avant de vous poser la question, je tiens tout de suite à vous dire qu'il y a des questions très pertinentes, très à propos, très bien formulées qui nous sont destinées. Donc, vous allez avoir du travail, Jean-Michel et Nadia, mais ce sont des questions qui vont être des questions de précision, a priori, de ce que je vois, qui vont vous amener à déplier les éléments de votre réflexion. Donc, je tiens à vous rassurer qu'il y a une très bonne interaction avec les personnes qui vous écoutent. Voilà. Alors, donc, l'autre question, et ce sera la dernière avant d'aller donc à la période d'échange. Comment je peux la formuler dans des mots simples? Alors, disons que vos travaux, j'en ai partagé quelques-uns dans le chat tout à l'heure, donc les gens pourront s'introduire à vos réflexions. Vos travaux, Jean-Michel, Nadia, nous permettent de comprendre que le rapport à la sécularisation participe aussi d'affects politiques,
mais aussi de modèles d'émancipation qui sont contingents, qui sont situés, et donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui ne sont en aucun cas neutres et encore moins universels. Et donc, la question qui n'est pas une question simple, qui est au cœur des travaux de Nadia Fadil, je ne sais pas comment tu vas te démener avec cette question, Jean-Michel, c'est la question des affects. Donc, comment intégrez-vous ce rapport aux affects dans vos réflexions sur ces questions et en quoi il renouvelle notre compréhension à la fois du sécularisme et de la tradition comme religion? Comment la question des affects intervient dans ce débat? Je sais que c'est au cœur de vos réflexions, Nadia, et ensuite Jean-Michel. Oui, c'est une grosse question là, hein. Ouais. Peut-être que, oui, je fais référence, peut-être vous faites référence au papier que j'ai écrit sur Managing Affects and Sensibilities. Euh, et bien sûr, le livre qu'on a fait, Secular Bodies and Affects. Oui, en effet, je pense que ce qui est important à souligner, c'est que tout cela, tout ce dont on a parlé n'est pas désincarné. La question de la sécularisation, le sécularisme n'est pas un processus désincarné. On a déjà donné plusieurs exemples qui montrent que c'est quelque chose qui implique la chair et le corps. Et le foulard est un exemple très clair, qui est quelque chose d'incorporé. Et on dit souvent, un des arguments qui est utilisé contre le foulard, c'est que ça me dérange. Je ressens une violence quand je vois cela. Les gens ressentent des choses par rapport à certaines choses. Et donc, du coup, on inflige une autre violence en obligeant les femmes à enlever leur foulard. Donc, c'est une dimension très, très incarnée, dans le sens que c'est une dimension qui va de pair avec un ressenti. Et je pense que c'est là où ça devient intéressant. L'article dont j'ai parlé traitait du sujet de donner la main à quelqu'un du sexe opposé, par exemple, qui ne se fait pas dans des cercles de personnes musulmanes pieuses, voilà, qui évitent chaque touchement avec la personne du sexe opposé, femme ou homme. Et donc, du coup, qui ne serre pas la main à la personne opposée. Et là, on parle en période pré-corona parce que depuis corona, on a pris l'habitude de ne plus serrer la main aux gens autour de nous. Et je me rappelle quand je faisais les entretiens, c'était vraiment la chose qui fâchait, la chose qui choquait, car il y a une sorte d'habitude dans la façon dont on se lie à l'autre. Et donc, du coup, quand on rompt ce lien, c'est quelque chose qui est considéré comme une sorte comme une insulte. Et je pense que c'est toujours très intéressant de voir comment une grosse partie de ces débats, de ces discussions sur la laïcité, sur le sécularisme sont foncièrement émotionnels et sont foncièrement médiés par les affects. Et de prendre en compte ces affects pas seulement comme quelque chose d'émotionnel, d'irrationnel, mais comme étant la façon dont le sécularisme se manifeste. Le sécularisme ne se manifeste pas à travers des rites ou à travers des doctrines très explicites, car voilà, comme Talal Assad le dit, c'est un peu l'eau dans laquelle on baigne, on ne peut pas vraiment l'observer directement, mais la dimension affective est une dimension très, très intéressante pour voir comment ce habitus, si on veut, séculier se manifeste. On est choqué, on est indigné, on clame. Donc, il y a vraiment des manifestations émotionnelles qui indiquent une présence d'une conviction, d'une ontologie, d'une façon d'être, d'une incorporation très explicite. C'est pour ça que pour moi, la question des affects m'intéresse. Elle m'intéresse aussi parce que j'ai travaillé avec des musulmans, des personnes d'origine maghrébine qui se disent, ou pas nécessairement, mais qui se disent non pratiquants, non religieux. Et là, la dimension de l'affect et de la question du corps apparaît aussi de façon très, très intéressante, mais ça, peut-être, c'est encore une autre discussion dont je pourrais parler pendant les échanges. Merci Nadia, c'est très clair comme façon d'introduire les éléments que ça engage. C'est très limpide. Merci Jean-Michel. Oui, ma réponse sera moins complète et moins savante que celle de Nadia parce que je suis pas une notion qui est au cœur de ce que je fais, mais ce que j'en sais, les affects pour ceux qui pourraient ne pas connaître cette notion-là. Et là, je parle sous le contrôle de Nadia. C'est, disons, la vie publique des émotions. Cette idée que les émotions ne résident pas seulement à l'intérieur de nous, mais qu'elles circulent et que dans le monde social, quand on rentre, je sais pas moi, dans une cour de justice, on va à la gare,
on sort dans la rue, on traverse des différents affects, c'est-à-dire des émotions qui sont partagées et qui influencent la manière dont on agit. Et évidemment, c'est une dimension très importante parce que ça nous indique que ce n'est pas un débat uniquement de discours, d'arguments, mais il y a une lourde charge émotionnelle avec ça. Et quand on parle avec des musulmans, ils nous parlent souvent ce langage-là, de malaise. L'exclusion se fait aussi par là, de ne pas se sentir à sa place. Et ce n'est pas nécessairement en raison de ce qui est dit, mais c'est souvent en raison de ce qui est ressenti. Donc, on est directement dans la question des affects. Donc, ces formes d'exclusion-là passent aussi par des malaises, par du non-dit, par le langage du corps. Donc, quand on dit qu'il faut être plus inclusif, c'est pas seulement dans ce qu'on dit, mais dans ce qu'on projette, dans ce qu'on est. C'est véritablement un travail sur nous-mêmes, je pense, que Nadia et moi et tous ceux qui travaillent dans cette perspective critique-là invitent nos sociétés coloniales à retravailler la manière dont on interagit au niveau discursif, mais aussi au niveau affectif. Merci beaucoup, Nadia Fadil. Merci beaucoup, Jean-Michel Landry. Alors maintenant, donc, place au public. Nous avons reçu une série de questions. Je vais vous en poser comment vous voulez procéder. Je vais quand même prendre le temps parce que vous avez vu que c'est pas des questions simples, c'est pas un sujet d'actualité, donc c'est un sujet plus abstrait. Une à la fois, deux à la fois, comment vous... J'en ai à peu près 6 à vous envoyer. On y va par une à la fois? Oui, s'il y en a qui se regroupent, on peut peut-être faire des blocs, là. Oui, mais ce sont des questions redoutables, vous allez voir, mais très pertinentes. Alors, la première pour Jean-Michel Landry de la part d'Elisabeth Garon. Elle vous invite à préciser davantage, dans la mesure du possible, c'est un élément que vous avez esquissé, vous n'êtes pas juriste, mais donc essaye de te débrouiller, Jean-Michel, par rapport à ça, davantage le rôle des instances juridiques dans la gestion du religieux. Donc, j'invite d'ailleurs Elisabeth et ceux qui nous écoutent, qui se posent ce genre de questionnement et qui ont besoin de cette clarification, au moins donc à prendre connaissance du dernier numéro de la revue Anthropologie et Société qui porte justement sur l'anthropologie du religieux. Il y a notamment un magnifique texte de l'anthropologue Claude Gélina qui est au cœur de ces questionnements-là. Donc, pour Jean-Michel, la question qui était posée, donc, je tiens à dire, donc, c'est une occasion que je saisis pour faire connaître votre numéro d'Anthropologie et Société. Donc, préciser davantage le rôle des instances juridiques dans la gestion du religieux. Il semble lui faire jouer le même rôle que l'État. Donc, voilà, clarifier ta pensée là-dessus. Donc voilà, et ça peut vous rejoindre Nadia Fadil également, donc dans cette gestion du religieux, puisqu'on dit que le sécularisme, c'est aussi la gouverne et la discipline du religieux, vous pourrez compléter dans ce sens-là. Donc, Jean-Michel, préciser davantage le rôle des instances juridiques dans la gestion du religieux. Qu'est-ce que tu entends par là? Souvent, d'abord, merci pour la question. C'est vrai qu'il ne faut pas aller trop vite entre l'État et les tribunaux, mais il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement sur la question de la liberté de religion. On voit que quand les États adoptent ça dans leur constitution ou dans le cadre de traités internationaux, les États se retrouvent avec une sorte de problème qui n'a pas été encore surmonté. D'ailleurs, il y a un livre sur le sujet qui s'appelle The Impossibility of Religious Freedom, et c'est un livre qui est paru aux États-Unis, donc c'est le premier article de la Constitution, au fond, qui est remis en question. L'impossibilité de la liberté de religion vient du fait que lorsque l'État dit, voilà, l'exercice de la religion ne doit pas être entravé d'aucune manière, il revient à l'État ou à ses appareils de définir qu'est-ce que c'est que le religieux. Et il y a tout un ensemble de cas, l'article de Claude Gélina en parle, notamment en Australie, aux États-Unis aussi, où des gens pratiquent on pourrait appeler des micro-religions, ont des formes de spiritualité qui peuvent aller à l'encontre de règles municipales. Et là, ça se retrouve devant les tribunaux et on se retrouve avec la question, est-ce que cette pratique-là est religieuse? Donc, et si elle est religieuse, elle doit être protégée. Mais quand on pose la question, est-ce que cette pratique-là doit être
protéger, on essaie de savoir, ben, est-ce que d'abord cette pratique-là est religieuse? On fait venir des experts en théologie, en études des religions, en ça, pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est que la religion. Et souvent, les acteurs parlent de leur pratique, mais ce n'est pas eux, au final, qui définissent qu'est-ce que le religieux et est-ce que leur pratique est religieuse. Ce sont les tribunaux et l'État qui adoptent ces principes de liberté de religion et qui se retrouvent piégés d'une certaine façon, sans dire que les États coloniaux ont toujours trouvé dans la liberté de religion une manière d'intervenir dans les espaces coloniaux. Ça a toujours servi de prétexte, même ça remonte à l'Empire ottoman, protéger les minorités, protéger la religion, la liberté de religion, c'était un vecteur de l'intervention coloniale depuis très longtemps. Mais même à l'intérieur des États, on se retrouve avec un paradoxe et avec une difficulté parce qu'il faut bien définir ce qu'on cherche à protéger avant de le protéger. Et cette question-là, jusqu'à présent, n'a pas, à mon sens, n'a pas été résolue. Et on a même des groupes qui jouent avec cette ambiguïté-là, les pastafariens qui ont inventé leur propre religion ils ont un dieu spaghetti et ils revendiquent le droit de porter une passoire sur la tête. Et ils disent non, ben nous, c'est notre religion, on a le droit, ils veulent porter leur passoire quand ils prennent la photo du permis de conduire, etc. Et les appareils juridiques ne savent pas quoi faire avec ça. Littéralement, là, ce qui est revendiqué, c'est la sincérité. On dit que la croyance, c'est être sincère, mais qui mesure ça, la sincérité? C'est sur la base de quelle échelle? Donc, on s'enfonce à mesure qu'on met des critères, on s'enfonce dans une profonde ambiguïté. Et donc, je ne sais pas si ça apporte un peu de clarification à la question, mais le cas des Ktunaxa est un autre cas un peu plus près de nous, là, où la liberté de religion ouvre la porte à la question, ben, qu'est-ce que c'est que le religieux? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là qu'on dit protéger? Voilà, et bien entendu, dès qu'on définit le religieux, quelque part, on le délimite aussi. Donc, Ouais. absolument, ça, c'est au cœur du travail de Talal Assad. Nadia, par rapport à cette question-là, sur la gouverne, la discipline, non, vous voulez qu'on passe à une autre question? C'est correct, je pense que la réponse de Jean-Michel est correcte, en effet. Juste avant que je pose la deuxième question, je vais quand même poster dans le chat le numéro donc de Anthropologie et Société que j'ai cité tout à l'heure, puisque le public me demande de donner une référence, qui a été coordonnée notamment par Jean-Michel Landry. Et Catherine Lemons de l'Université McGill, que je crois aussi, est avec nous comme participante ce midi. Donc, un numéro que je vous invite à découvrir. Mes collègues du Centre Justice et Foi, je tiens à vous dire que nous avons une copie à la bibliothèque. Alors, la deuxième question. La deuxième question vous est posée par Anne Lorpin. Alors, je lis carrément ses propos. Donc, le sécularisme aide les États à ne pas partager le pouvoir. Les empires coloniaux ont-ils utilisé la religion pour coloniser d'autres peuples? Aujourd'hui, ils utilisent le sécularisme pour ne pas décoloniser. Là, ce commentaire l'a conduit à la question suivante. Que faire du sécularisme dans un processus de décolonisation sous l'angle de partage du pouvoir? Donc, question. Donc, comment vous recevez cette question? Que faire du sécularisme dans un processus de décolonisation? Prenez le temps de la laisser déposer. En fait, comment... Vas-y. C'est une belle question. Je pense que c'est une question très importante, car on peut la prendre de différentes façons. Déjà, il faut définir c'est quoi la décolonisation. Et donc, si on parle du processus des indépendances des peuples du Sud par rapport à la tutelle coloniale des pays européens, en l'occurrence, on peut dire que voilà, ils ont beaucoup de mouvements, notamment des mouvements nationalistes, ont été portés par une vision aussi séculière ou laïque des choses. Je pense par exemple au panarabisme qui s'est articulé à travers une vision séculière, mais pas seulement parce que dans le mouvement colonial, décolonial,
quand je pense à l'Algérie, par exemple, il y a toujours eu une dimension religieuse aussi importante. Donc je pense que ça, c'est une première façon de le voir, hein, que les populations colonisées se sont aussi appropriées ces termes et ces idées voilà, de souveraineté du peuple, de l'indépendance et de l'autonomie, et en particulier par rapport au panarabisme, de la construction d'une société au-delà des différences religieuses. Hein. Et donc, on a aussi thématisé, je pense que peut-être Jean-Michel, il pourra mieux en parler, la notion du sectarisme pour justement se dire, surtout au Moyen-Orient, pour dire on va au-delà de ça et on va construire voilà, une communauté arabe, hein, donc un commun arabe, laïque, séculier, etc., etc., même si c'est un peu plus compliqué que ça, hein, parce que voilà, la dimension religieuse, chrétienne ou musulmane ou que sais-je, a quand même toujours aussi joué un rôle là-dedans. Mais après, on en vient au constat face à, si on définit le séculier comme objet épistémologique et comme objet de gouvernance, hein, qui justement opère à travers la disqualification, hein, ce dont parlait aussi Jean-Michel, disqualification de certains mondes, disqualification de certaines formes de vie, disqualification de certaines façons d'être, en les redisciplinant comme étant des questions de foi, hein, ça c'est des croyances, donc elles n'ont pas leur place ici. Je pense que c'est là vraiment l'enjeu de la décolonisation, de la sécularisation, et que après, je ne sais pas si c'est des termes contradictions interministes, hein, est-ce qu'on peut décoloniser, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je pense que ça voudrait dire revenir à ce qu'on a dit au début, justement par rapport à cette critique, d'être conscient du fait qu'on parle, on est situé quelque part quand on parle le langage séculier, hein, que cette idée de neutralité n'existe pas, qu'on est toujours situé quelque part, afin de justement pouvoir ouvrir la porte à d'autres cosmologies, à d'autres façons d'être. Donc pour moi, décoloniser la sécularisation, ça voudrait dire ça. Mais bon, je ne sais pas, là on est un peu en train de réfléchir hautement, mais c'est plus dans cette direction que je le verrai. Est-ce qu'il a dit, Jean-Michel? Oui, on réfléchit à haute voix sur, on est là pour ça. Qu'est-ce qu'on fait du séculier dans une perspective décoloniale? Ma première réponse, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, de le remettre à sa place. Non pas de le refuser, de le combattre jusqu'à la mort, mais de refuser son arrogance. Et c'est pour ça que j'en reviens au titre de refuser son arrogance. Je reviens au titre du webinaire, le sécularisme est-il un colonialisme? Sécularisme, colonialisme, on a affaire à deux objets assez différents quand on dit qu'on peut être anticolonial et on peut vouloir la disparition du colonialisme. Notre position, à Nadia et à moi, vis-à-vis du sécularisme est très différente. On a parlé de la critique, d'en voir les limites, de le remettre à sa place, de le replacer dans son histoire, dans ses géographies. Il ne s'agit pas, c'est pour ça que tu l'as dit en introduction, d'être anti-séculier comme on peut être anticolonial. Donc, la critique du colonialisme, la critique du sécularisme, c'est deux types de critiques. Mais c'est vrai, comme Nadia l'a dit, que pour travailler au Moyen-Orient, il y a des gens qui se retrouvent dans le point de vue séculier, qui se reconnaissent là-dedans, et il ne s'agit pas de dire qu'ils sont des simples produits du pouvoir ou qui sont habités par une fausse conscience. Il faut prendre ces points de vue-là en compte. Mais c'est vrai, parce qu'on a parlé d'histoire, c'est vrai que le premier mouvement anticolonial, la première décolonisation, et là j'ai en tête plus l'Afrique et le Moyen-Orient, était largement séculier. C'était des mouvements séculiers. Et on a dit beaucoup, on a écrit beaucoup sur la manière dont ces mouvements ont repris l'épistémologie du nationalisme, c'est-à-dire ils se sont rebellés contre le colonialisme, mais ils ont adopté l'idée de nation qui est un produit colonial, qui vient de l'Europe,
ils ont adopté ça, ils se sont piégés un petit peu dans le carcan de la nation. On peut dire la même chose. Ils ont adopté le point de vue séculier et là, ce qu'on voit au Moyen-Orient ailleurs, c'est une remise en cause de ce postulat-là qu'il n'y a de liberté, qu'il n'y a d'émancipation, qu'il n'y a d'autonomie et d'autodétermination que sur le mode séculier. Merci. L'autre question qui vous vient d'Alexa Conradi. Donc, ça rejoint ce que vous avez abordé tout à l'heure, Nadia Fadil, un des éléments au cœur de votre discussion. C'est bien entendu ces réflexions-là sur lesquelles qui ont été affrontées notamment par Joseph Massad dans Desiring Arabs. Alors, la question, c'est l'enjeu de l'égalité des genres et de la protection des droits des personnes LGBTIQA+, est souvent évoqué pour maintenir l'approche séculière. Alexa Conradi vous pose la question suivante. Est-ce possible de porter une approche critique du sécularisme et du féminisme en Occident? Et donc, c'est une redoutable question. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que de réfléchir les questions du féminisme dans une perspective critique du sécularisme, tout en intégrant une perspective justement attentive aux enjeux de ces minorités qu'elle vient de soulever? Oui, je pense que là aussi, de nouveau, c'est une question très, très importante et très, très fondamentale, car pour répéter aussi, allez, pour confirmer, to echo, pour faire référence à ce que Jean-Michel a dit, il ne s'agit pas d'être contre un projet particulier, parce que voilà, chaque projet est situé, c'est ça, je pense, l'enjeu de comprendre que il n'y a pas de liberté absolue, on est toujours situé dans un projet bien spécifique et l'enjeu ici, c'est surtout de le déhégémoniser dans le sens gramscien du terme, de le resituer dans sa spécificité, dans sa particularité, dans ses contours, pour voilà, comprendre d'où on parle tout simplement. On ne parle pas de nulle part ou de l'universel, on parle de quelque part, d'un endroit bien situé. Mais donc, ça s'applique aussi un peu à cette question, je pense. Je pense ici, l'enjeu, c'est pas de critiquer le féminisme comme idée émancipatrice ou de problématiser l'idée d'une égalité entre genres ou voilà, un avancement de la situation de la femme ou d'arrêter de se mobiliser contre l'oppression. Moi, je ne parle pas par rapport à ma propre position, c'est plus par rapport aux critiques que j'entends sur le terrain et aux mouvements que je vois aussi en Europe, hein, des personnes qui se positionnent de façon critique par rapport au projet féministe, hein, et pas nécessairement à partir d'un point de vue musulman, parce qu'il y a bien sûr cette critique-là qui est bien connue. Hein, je pense que voilà, un exemple, c'est aussi la CEDAW, ouais, la Déclaration des droits des femmes, hein, qui n'a pas été signée par tous les pays. Donc ça, c'est un ancien exemple. Et notamment pour des raisons aussi conservatrices, hein, pas seulement pour des raisons décoloniales, entre guillemets, mais on le retrouve aussi tout à fait dans les mouvements décoloniales, émancipateurs, etc., où voilà, des personnes que moi aussi, j'ai aussi rencontré dans le cadre de mon travail de terrain, des femmes qui disent, ouais, moi voilà, des femmes voilà, actives, éduquées, etc., et qui disent, moi, je ne suis pas féministe et je ne m'identifie pas à ce projet-là. Car ce qu'il y a comme sous-texte, c'est d'un côté la compréhension de comment le projet féministe a été introduit à travers une matrice coloniale, hein, donc c'est cette collusion hein, du féminisme avec le colonialisme, hein, historiquement, pour justement faire évoluer les sociétés ou pour faire, et avec une hypocrisie très importante. Je pense à l'ouvrage de Leila Ahmed, Women and Gender and Islam, qui parle justement de l'Égypte et de l'introduction de la question de la femme en Égypte avec Qasim Amin et d'autres, et Lord Herbert, Lord Kramer, pardon, qui justement voulait libérer les Égyptiennes tout en s'opposant contre le suffrage universel et le mouvement des suffragettes en Angleterre. Donc, il y avait vraiment des hypocrisies très, très importantes à ce niveau-là. Donc, je pense que
qu'à ce niveau-là, voilà, il y a une lucidité, on va dire, de comment l'agenda féministe est mobilisé. Mais à côté de cela, pardon, il y a Siri qui intervient, qui pense que je veux lui demander quelque chose. Mais à côté de cela, il y a aussi voilà, une problématisation de l'idée que pour atteindre des formes d'équité ou des relations équivalentes entre hommes et femmes, il faudrait passer par un discours féministe qui est codé de façon par des termes occidentaux qui va de pair aussi avec voilà, une dualité entre hommes et femmes, par exemple, il y en a plusieurs qui s'opposent à ça, ou qui passent par un discours forcément critique par rapport aux religions. Donc on peut vraiment, il y a différentes raisons qui peuvent être invoquées pour être critique à ça. Mais donc, pour revenir à la question qui est posée, moi, je ne pense pas que l'enjeu, c'est de dire ou bien on est critique du féminisme ou bien on est et donc on n'est pas solidaire de la cause des femmes ou bien on est solidaire de la cause des femmes et donc du coup il faut adopter le féminisme. Je pense que l'enjeu c'est vraiment de comprendre les différents vocabulaires qui peuvent animer les gens qui ne passent pas nécessairement par un discours féministe mais qui peut-être passent par un discours de dignité. C'est un autre discours. Qui peuvent passer par un discours de respect, qui peuvent passer par un... Même par rapport à l'homosexualité. Je pense par exemple au mouvement LGBTQ, qui déjà la terminologie, bien sûr, est portée par un vocabulaire spécifique, mais cela ne veut pas dire que si on n'adopte pas ce discours-là, qu'on est nécessairement hostile aux homosexuels ou aux personnes qui pratiquent une forme d'homo-érotisme et qu'on va voilà, qu'on va comment dire, persecute them, qu'on va les poursuivre. On peut tout à fait imaginer, ce qui est le cas d'ailleurs dans beaucoup de contextes, qu'il y a une forme de respect, voilà, de reconnaissance par rapport au fait qu'il y a une forme de homo-érotisme qui existe dans la société entre des personnes, sans pour autant adopter un langage queer dans le sens occidental du terme. Donc, je pense que c'est vraiment comprendre ces complexités, essayer de respecter cela, ou en tout cas essayer de créer des espaces d'articulation pour ça, car souvent ce qu'on observe aussi sur le terrain, en tout cas moi je parle vraiment sur base de ce que je connais, c'est que quand on fait le forcing de certains discours, souvent la réaction est contre-productive, car le discours il est assimilé à une forme d'occidentalisation, et donc du coup on se braque, on dit ben non, justement c'est là où on devient beaucoup plus homophobe, on devient antiféministe, parce qu'on voit ça comme un projet de l'Occident qui essaye de détruire nos sociétés. Donc je pense que c'est vraiment très très délicat, c'est des discussions très très difficiles à avoir, mais qui sont vraiment très très importantes de poser les mots correctement. Pendant que vous répondiez, Nadia Fadil, j'ai partagé sur un aspect de votre réponse un livre important de l'anthropologue Saba Mahmoud, décédé trop tôt il y a 4 ou 5 ans. Son livre Politique de la piété, j'ai oublié le sous-titre c'est pour le féminisme à l'épreuve du renouveau islamique. J'invite donc les personnes participantes à le découvrir. Je sais bien que dans votre réponse, c'est tout un chantier, cette question-là du rapport, pour le dire dans un autre langage, comment trouver les équivalents homéomorphes, d'autres équivalents dans d'autres traditions pour dire le mot féminisme, pour dire le mot dignité. Donc, ce sont les équivalents homéomorphes. Mais là, on s'aventure dans un langage un petit peu abstrait. Jean-Michel, par rapport à la question qui a été posée par Alexa Conradi, je voudrais ajouter quelques éléments très rapidement. Ouais. Juste rebondir sur ce que Nadia disait. Je remarquais que souvent le sécularisme se présente comme un seuil, au-delà duquel, un seuil qui est incontournable, au-delà duquel on peut commencer à se préoccuper des questions de genre, des questions de minorité, des questions d'orientation sexuelle et qu'il faut absolument passer par la raison séculière, la pensée séculière. Ce serait apparemment, du point de vue du sécularisme, le seul véhicule.
L'autre chose, et Nadia y a fait référence, c'est qu'il faut se permettre de distinguer féminisme et usage colonial du féminisme. Comme il faut se permettre de distinguer les questions LGBTQ de l'usage que fait l'impérialisme libéral de ça. Et l'impérialisme libéral se renouvelle, se réinvente constamment et est très inventif. Et il y a toujours de nouvelles questions. Et c'est drôle parce qu'il puise de plus en plus à gauche, il devient de plus en plus woke l'impérialisme libéral. C'est les minorités sexuelles, c'est les minorités de genre, et c'est ça qu'il faut défendre pour intervenir. Et je disais récemment que cet impérialisme libéral parle même aujourd'hui le langage de la décolonisation. Donc, les États-Unis en Ukraine seraient là pour décoloniser la Russie. Donc, on voit que ces notions-là sont constamment récupérées dans l'imaginaire libéral, l'imaginaire interventionniste. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas d'être contre la décolonisation, il ne s'agit pas de minimiser les luttes qui sont menées, sérieuses, souvent dramatiques, sur les questions d'homophobie ou de minorité sexuelle, mais il faut se permettre de prendre une distance critique vis-à-vis des usages qu'en font les formes d'impérialisme libéral. Merci. Ce n'est que c'est un grand chantier que ces questions-là. Donc, bon, je peux renvoyer ici, tu parlais tout à l'heure de ces courants homo-nationalistes. Je peux renvoyer notamment aux travaux de Jaspir Poir pour compléter un peu ce que viennent de soulever Jean-Michel Landry et Nadia Fadil. Je donnerai tout à l'heure des références pour vous introduire aux réflexions qui existent sur le plan de l'anthropologie, de la sociologie, toujours en symphonie avec le féminisme les plus radicaux sur ces questions. Comment est-ce qu'on essaye d'articuler les perspectives queer avec des perspectives anti-impérialistes? Ces débats-là ont cours depuis longtemps. Donc, je vous partagerai tout à l'heure des références en la matière. Une autre question qui nous vient de Neil Santamaria. Il vous demande dans quelle mesure le sécularisme et les religions peuvent parvenir à exister ensemble de manière à ce que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre, avec une sous-question à sa question, dans la mesure que l'un, comme l'autre, influence le politique, le social. Donc, résumer la question, c'est dans quelle mesure le sécularisme et les religions peuvent parvenir à exister de manière à ce que l'un ne prenne pas le pas sur l'autre. Bon, ça va vous amener à redire des choses que vous avez dit ou peut-être à les préciser ou à le redéployer parce que ce type de réflexion sur ce type de sujet demande énormément de doigté, énormément donc il faut prendre le temps nécessaire pour préciser sa pensée sur ces questions-là pour lever toute ambiguïté possible. Allez-y, s'il vous plaît. Comment les faire cohabiter? Ben, c'est une question partiellement empirique. Il y a des contextes différents. C'est difficile de définir une formule, une sorte de recette qui fonctionnerait dans tous les contextes. Mais de remettre les choses à plat, de traiter le sécularisme comme l'islam, il faut être précis, le protestantisme, comme des traditions de pensée, ça nous permet peut-être de les faire dialoguer, parce qu'il y a déjà des traditions de pensée qui dialoguent dans nos sociétés. Le libéralisme, le conservatisme, le nationalisme, le socialisme. Et il n'y a personne qui s'inquiète d'un possible choc des civilisations, mais il faut peut-être remettre les choses à plat et encore une fois, enjamber, éventuellement peut-être gommer cette frontière, et ça c'est peut-être l'héritage du sécularisme, cette frontière apparemment infranchissable entre le religieux et le séculier, et de dire, voilà, apaiser les choses, et voilà, deux visions du monde différentes, mais il y en a d'autres visions du monde qui cohabitent, elles peuvent dialoguer. Cette frontière-là, cette fracture-là n'est pas plus infranchissable que d'autres, et l'arrangement, les dialogues, les débats, une fois que ces différentes voies-là sont mises en débat, vont donner différentes configurations à gauche, à droite, dans différents pays, dans différents contextes, en fonction des traditions. Il faut faire attention aussi quand on met tout dans le même sac en disant le religieux, on le dit, c'est difficile à définir, c'est flou. Donc, on peut parler de différentes traditions.
ont une composante spirituelle, à d'autres qui ont un fond plus séculier, mais qui peuvent dialoguer, en fait, qui ont dialogué pendant très, très longtemps. Donc, refuser cette fracture-là qui serait plus fondamentale que les autres, ça me paraît un bel exercice. Nadia? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est important de peut-être, mais je pense reprendre cette question en parlant de le séculier dans le premier ordre et dans le second ordre, si on veut, hein, first order et second order. Qu'est-ce que je veux dire par là? Premier ordre, ça veut dire comprendre le séculier comme une tradition, c'est-à-dire on est laïque, on est séculier, donc on a une vision laïque des choses. Et là, je réfère par exemple à la Belgique, où je pense que c'est l'un des seuls pays au monde où la laïcité est reconnue comme culte. Donc, on est dans un pays où on reconnaît les religions, on reconnaît les cultes et la laïcité organisée est reconnue par l'État comme un culte, hein, pour des raisons d'égalité, hein, car cela veut dire aussi, ça va de pair avec une compensation financière. Et donc, on a bien sûr, dès le fondement de la Belgique, le catholicisme, le protestantisme, l'anglicanisme, l'orthodoxie qui ont été reconnus, et le judaïsme. S'en est suivi l'islam et s'en est suivi dans les années 80 ou 90, 90 si je ne me trompe pas, la laïcité organisée. Donc c'était une bataille aussi pour les mouvements laïques de se faire reconnaître par l'État. Donc là, on est face à une constellation, justement, on a différentes traditions qui coexistent et c'était aussi une question controversée au sein du mouvement organisé laïque, s'il fallait être reconnu parce que justement, pour certains, j'ai fait des entretiens aussi à ce niveau-là, certains du mouvement laïque organisé étaient contre justement une reconnaissance par l'État parce que pour eux, justement, ils ne sont pas une tradition. C'est la réalité, la façon de voir les choses. Et donc, en étant reconnus par l'État, ils se mettent à pied d'égalité avec la chrétienté, avec l'islam, avec d'autres qui sont des croyances, des religions, tandis que ce n'est pas une religion, c'est une façon de voir. Et donc, c'est là où on arrive justement à ce rapport entre le premier ordre et le second ordre, hein, où le sécularisme ne se voit pas comme une tradition, mais plutôt comme une façon d'organiser la société. Donc, il surplombe, on va dire, les différentes traditions religieuses. Et là, on parle du coup de l'État, on parle de la façon dont la société est organisée, on parle de la façon dont les traditions religieuses sont reconnues, sont régulées, sont financées. Et je pense que c'est là plutôt où peut-être il y a un enjeu comment dire, pas seulement un enjeu de pluralisme entre différentes traditions, mais un enjeu de gouvernance et qui est beaucoup plus, je pense, challenging, hein, et pas seulement dans les sociétés occidentales, mais aussi dans les sociétés non occidentales, hein, où à partir du moment que l'État va définir la religion et les contours de la religion, que ce soit la France ou le Maroc, hein, qui aussi définit les contours de la religion, je pense qu'on est vraiment voilà, face à un problème car cela va immédiatement aussi va aller de pair avec une disciplinarisation de jusqu'où voilà, les traditions religieuses peuvent s'exprimer, les espaces où elles peuvent s'affirmer. Donc, ça va de pair avec des défis démocratiques, si je peux utiliser ce terme, et des défis de pluralisme. Et donc, je pense que c'est là où il y a un enjeu à cerner. Au fond, juste ajouter une chose très rapide. Au fond, j'écoute Nadia. D'une certaine façon, on invite la pensée séculière à un vaste exercice d'humilité. C'est facile à dire, après ça, c'est plus difficile à faire parce que cette pensée-là s'incarne à travers une tonne d'institutions. Elle est constitutive de nos appareils d'État, de nos institutions, mais ce qu'on cherche à dire, entre autres, c'est que, ouais, il y a une bonne dose d'humilité, peut-être vous ferait cheminer. Une question, vous m'entendez? Oui, je suis toujours avec vous. Il y a une question longue, une longue réflexion qui nous est proposée par l'anthropologue québécois Gilles Bibeau qui est avec nous et que je vais essayer de résumer.
Ne serait-il pas bien de repartir de l'approche de Max Weber sur le désenchantement du monde pour penser les rapports entre religion et sécularité, transcendance, immanence, révélation, raison? Dans son long commentaire, une des questions qui surgit, et je vais la poser doucement pour que vous ayez le temps de la recevoir, c'est: ne doit-on pas relier les phénomènes de désenchantement et de réenchantement à la question de la place de la raison elle-même? Voilà. Prenez le temps de la recevoir. Parce que moi, si je la recevais à votre place, je ne saurais pas comment en disposer. Mais c'est une question importante, oui, parce que la place de la raison semble. C'est une invitation à une longue conversation. Mais quand même, on va essayer pour le bénéfice des personnes qui nous écoutent et de Gilles qui a pris le temps de la poser, donc de la déplier un petit peu. Voulez-vous que je la répète? Oui. Bon, ne serait-ce que la fin, là. Ne doit-on pas relier les phénomènes de désenchantement et de réenchantement à la question de la place de la raison elle-même? Je pense que les sous-questions sont aussi importantes. Le sécularisme n'est-il pas d'abord une affaire épistémologique? C'est ça. Encore une question de nouvel humanisme qui est en train de se construire. Ouais, c'est ça. L'usage de la raison, y compris pour tout ce qui touche au sens. Vas-y, Nadia. Ton micro est fermé, par contre. Vas-y. Non, mais je veux partir sur Max Weber, cette idée-là du désenchantement du monde, au fond, l'idée que la raison prend de plus en plus de place, une sorte de rationalisation du monde, et une rationalisation qui se fait à l'intérieur même d'abord de courants religieux, le protestantisme étant une religion hautement rationnelle, et de ce mouvement de rationalisation ou de désenchantement, de ce mouvement naît une pensée séculière. C'est une idée très importante. Elle a toutefois, encore une fois, on revient aux usages puis aux idées elles-mêmes, mais elle est parfois utilisée pour dire, voilà, la sécularisation est un mouvement qui nous vient du christianisme. Le christianisme est la seule religion qui a accouché du séculier. Donc, désolé pour vous, les musulmans, vous avez du travail à faire pour vous rendre jusque chez nous. Il y a une sorte de, une sorte d'évolutionnisme qui est utilisé, qui est impliqué dans l'utilisation de cette pensée-là. Ce n'est pas pour rien que la pensée de Max Weber a été extrêmement utile à tous les penseurs du développement de l'après-deuxième guerre mondiale. Il y a eu là une matrice pour développer les sociétés. Et évidemment, la sortie du religieux faisait partie des impératifs de développement. Mais là, on est dans l'usage de Max Weber. Est-ce qu'on trouve chez Max Weber des outils pour penser, ce qui était aussi dans la question, le réenchantement du monde, non seulement le désenchantement? Certainement, il y a là une boîte à outils pour nous aider à cheminer sur ces questions-là. Mais il faut faire attention pour ne pas faire du sécularisme un produit propre à la traduction occidentale, le fruit d'une évolution. Et là, quand on se retourne, on dit, on est un peu plus avancé. On revient à ce que Nadia disait d'entrée de jeu, que le sécularisme a servi de jalon dans le cadre d'une évolution de l'espèce humaine, une sorte de jalon qui permettait aux peuples occidentaux de se poser supérieur dans le cadre d'une sorte de hiérarchie civilisationnelle. Mais est-ce qu'on a chez Max Weber des outils? Absolument. Nadia? Oui, j'ai lu et relu, parce qu'il y a beaucoup de questions en fait. Moi, je n'ai même pas lu. Il y a vraiment différents points qui sont soulevés et qui sont extrêmement importants et intéressants. Je pense qu'en effet, pour peut-être, j'entends comment j'interprète cette question. Il y a d'un côté, parce que la dernière question, c'est est-ce que nous voyons un nouvel affrontement entre les Lumières et les anti-Lumières? Avec la montée du sécularisme, assistons-nous donc à un affrontement entre les Lumières et les anti-Lumières? Est-ce que, voilà,
la question de la raison qui s'articule autour du nouvel humanisme. Est-ce que les phénomènes de désenchantement et réenchantement, donc du coup, c'est quoi ce réenchantement? Est-ce que c'est aussi la présence des mouvements religieux? Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont posés ici. Donc, je pense que c'est vraiment, j'invite peut-être aussi la personne qui a posé la question de peut-être la développer. Mais en y répondant, moi, il y a plein de choses qui me viennent à la tête. La première question, c'est l'idée de la raison qui est mise ici au cœur et qui en soi ne semble pas autosuffisante pour donner du sens au monde autour de nous et que justement, ce qu'on observe en ce moment, c'est autant de la perspective des mouvements religieux que de la perspective de ceux qui défendent le projet séculier, un désir de réenchantement, un désir de donner du sens, car voilà, la façon dont on l'a recentré autour des questions de raison ne s'autosuffit pas. Mais je ne sais pas vraiment, je dois avouer que je suis un peu perplexe par rapport à cette question, car je ne sais pas de quel sens la prendre. Je vois qu'il y a d'autres messages qui sont rajoutés, donc peut-être qu'il y a un développement par rapport à ça. Moi, je veux Mais, juste dire une chose sur. Excuse-moi, Nadia, je pense que je t'ai coupé. oui, non, vas-y. Non, mais juste parce que j'ai eu le temps de voir la question, j'ai répondu sans la lire. À la fin, ça aboutit sur lumière, anti-lumière. Ça me permet d'insister sur quelque chose que j'ai dit déjà. Ça dépend ce qu'on entend par les lumières, ça dépend ce qu'on entend par anti-lumière, mais si les lumières, c'est euh, la démocratie, l'autonomie, la raison, non, il ne s'agit pas d'être anti-lumière, mais si les lumières, c'est oui, démocratie, raison, sécularité, tolérance, liberté, pour toute la planète de la même façon, euh, on dit attention, allons pas trop vite en affaires. Je ne pense pas que ce soit d'être anti-lumière, mais c'est peut-être, comme on disait tout à l'heure, de traiter cette vision du monde-là comme ce qu'elle est, une vision du monde, et faire de la place pour d'autres visions du monde qui s'en inspirent, qui sont souvent pas très loin, mais certainement éviter cette espèce de rencontre, cette espèce de clash entre lumière, anti-lumière. Je pense pas que ce soit l'objectif, mais peut-être de... ouais, Et peut-être pour un peu revenir sur la question de la raison, je pense que en tout cas, de là où je parle moi, il y a aussi une sorte d'investigation beaucoup plus importante de comment la question de la raison a été construite aussi à travers des omissions, des exclusions. Qu'est-ce qui rentre dans la question de la raison? Qui porte la raison? Qui est porteur de raison? Quelles traditions sont porteuses de raison? Et quelles traditions sont considérées, voilà, comme étant ou étant un obstacle par rapport à la raison? Je pense là au travail aussi de la philosophe penseur caribéenne Sylvia Wynter, par exemple, Ouais. qui a beaucoup réfléchi à cette question de la construction autour de figures comme Pico de la Mirandole et d'autres, de l'invention de l'homme rationnel, hein, l'homme de la Renaissance qui se construit à travers la raison, qui coïncidait justement avec l'entreprise coloniale, car c'était les autres qui n'avaient pas la raison, nous on a la raison, et les autres étaient définis par un manque, une absence de raison, hein, les débats de Valladolid, est-ce que l'autre est capable de vraiment penser, réfléchir au point de pouvoir se convertir? Est-ce que l'autre a une forme d'humanité? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point dans les débats, en tout cas entre chercheurs, académiciens, mais pas seulement, aussi dans la société, qui justement ont une certaine forme de suspicion, on va dire, ou méfiance par rapport aux déclarations de ce rationalisme et aux déclarations des Lumières, car on est aussi très conscient de comment ce mouvement-là a historiquement été de pair avec l'exclusion de grandes parties de l'humanité de pouvoir clamer la raison. Et donc, du coup, ça produit aussi d'autres choses, je pense. Et peut-être que je comprends aussi un peu cette question-là. Est-ce qu'il y a des nouvelles formes d'irrationalité qui émergent en réaction à cette monopolie de la raison, hein? Donc, du coup,
excusez-moi l'expression, hein, on vous emmerde avec votre raison, entre guillemets, et on va devenir irrationnel parce que vous nous excluez. Donc, je pense par exemple à des phénomènes comme Daesh ou d'autres phénomènes et groupes qu'on appelle extrémistes, qui justement sont dans l'antithèse de ça, parce que voilà, cette thèse rationaliste est très exclusiviste aussi. Donc, je pense que on doit être en effet conscient de comment ce claiming exclusiviste de la rationalité a été exclusif d'une partie de l'humanité et comment elle produit ses propres monstres, entre guillemets. Juste un petit mot très rapide sur ça. Parce que j'aurais une dernière question. Oui. Là où on est dans le droit fil, Nadia et moi, de la pensée des Lumières, c'est sur la critique. Mais on se permet d'être critique de la pensée des Lumières, donc on renvoie les Lumières à leur propre boîte à outils. On dit, il faudrait aussi penser les limites de la pensée des Lumières elle-même à travers les outils, à savoir la critique. Je parlais d'Emmanuel Kant tout à l'heure, à travers les outils que la philosophie des Lumières nous met à notre disposition. Donc, il ne s'agit pas d'être anti-lumière. Enfin, c'est pas... Alors, je voudrais rassurer Zeynep Toroun, qui a jugé utile de partager sa question pour tout le monde. C'est la dernière question que je voulais vous poser. En fait, cette question dans laquelle vous demande ce que vous pensez d'une laïcité comme celle qui prévaut en Turquie. Donc, bien entendu, là, je me permets d'ajouter de mon cru. En vous écoutant, on voit très bien que le rapport entre sécularisme, laïcité et démocratie ne va pas de soi. La Turquie a été longtemps un régime laïque sans pour autant être un régime démocratique. Donc, l'équation sécularisme égale démocratie ne va pas de soi. Vous venez de le montrer. Donc, la question donc tombe à point nommé pour lever le voile sur des malentendus qui pourraient être possibles par rapport à vos propos. La question précise, que pensez-vous de la question de comment classifiez-vous la laïcité en Turquie? Je la lis en sachant que les dernières années, le gouvernement, bien entendu, donc là, elle fait allusion au gouvernement de l'AKP de Recep Tayyip Erdogan, a remis en cause cette laïcité constitutionnellement. Voilà à quoi nous conduit donc une réflexion attentive au sécularisme par rapport justement à des perspectives comme celle du régime de laïcité turc, qui a été justement, tout en étant très séculariste, fondamentalement dictatorial et autoritaire, mais sans justement remettre en cause les acquis de la laïcité. Il ne s'agit pas de faire un plaidoyer pour la laïcité, mais de complexifier cette question. C'est un peu ça qui est en jeu ici. Nadia et Jean-Michel, puis on finira avec ça. Oui, je pense, je ne sais pas si c'est le seul pays, mais en tout cas, c'est en effet un pays important qui est laïque. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment la laïcité s'imbrique aussi toujours dans un projet nationaliste où la confessionnalité de la société, du groupe majoritaire, entre guillemets, qui définit la nation, va aussi être le cadre dans lequel la laïcité va venir s'imbriquer et s'articuler. Parlant de la Turquie, en effet, ce qu'on observe, c'est que le mouvement atatürkien et la déclaration du kémalisme a été de pair avec, en effet, on retient surtout le dévoilement et les fez qui ne sont plus portées, mais en même temps, il y a une régulation très, très importante des mosquées, avec la création de la Diyanet, qui va réguler les mosquées, et le sunnisme, quand même, qui est érigé comme même s'il est contrôlé par l'État, mais qui reste quand même le modèle dominant pour penser la religion. Et la persécution de groupes, peut-être pas nécessairement directement à travers un point de vue confessionnel, mais peut-être à travers un point de vue ethnique. Je pense des Kurdes, je pense des Arméniens. Donc, on voit quand même la constitution d'une homogénéité, on va dire, autour de l'idée d'un
peuple turc qui quand même, où le sunnisme joue un rôle important comme dans la définition du kémalisme, même s'il est contrôlé, bien contrôlé, et la répression par rapport à d'autres confessionnalités. Donc, je pense que pour donner un autre exemple, c'est la France, par exemple. La France qui est dite laïque, mais qui a aussi des accords et des arrangements avec le catholicisme, même si, voilà, on a quand même les mouvements catholiques à distance, mais voilà, il y a le concordat avec l'Alsace-Moselle. Il y a la majorité des écoles sous contrat religieux sont des écoles catholiques. Le calendrier reste un calendrier catholique. Donc voilà, le catholicisme reste quand même une matrice importante dans laquelle la laïcité a été érigée. Et je pense que pour la Turquie, on peut dire que c'est assez comparable. Merci, Nadia. C'est très clair. Jean-Michel, brièvement Oui, possible. bien, le cas turc est intéressant parce que je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est certainement une des plus violentes entreprises de sécularisation que le monde ait connu. On parle de la France, mais quand même la violence qui s'est déchaînée. Jusqu'à présent, on parle de l'espace canadien, de l'Europe, on parle de violence, d'exclusion discursive, épistémique, ontologique, mais la violence qui s'est déchaînée en Turquie, c'est quand même autre chose pour instaurer à marche forcée un régime séculier. Et là, on voit bien l'imbrication entre colonialité, modernité et sécularité, c'est-à-dire que la Turquie souhaitait à tout prix être prise au sérieux comme une nation moderne et non pas une nation colonisée. Et le prix qu'ils ont payé, c'est cette sécularisation très violente. Et on voit aujourd'hui que cette sécularisation est remise en cause. Elle a longtemps été par la base des mouvements citoyens. Là, ça passe depuis quelques décennies, ça passe par l'État, mais ça pose aussi des problèmes. Donc, il y a une remise en cause, mais qui se fait de manière parfois autoritaire. Mais de ce point de vue-là, la Turquie, c'est un cas très intéressant parce que c'était extrêmement violent. Et c'est l'importation, encore une fois, très agressive et violente, d'idéaux, de valeurs, de modèles, de standards occidentaux. Oui. Et je pense que personne ne s'en cachait. Un autre exemple du monde arabe qu'on pourrait citer, si je peux me permettre de m'immiscer dans cette conversation, le régime, par exemple, tunisien du président Ben Ali, qui est un bon élève. La Tunisie, non seulement était un bon élève du FMI, mais il était aussi un très bon élève au regard des principes séculiers dont on a discuté tout à l'heure. Et vous avez vu comment ce régime, tout en se targuant d'être séculier, le plus ouvert aux droits des femmes, le plus hostile au fondamentalisme religieux, il était une dictature policière féroce. Et c'est paradoxalement de ce pays-là que le printemps arabe est venu. Donc là, nous sommes au cœur des paradoxes et des ambivalences. Si nous avons contribué avec vous deux à susciter ce type d'interrogation, ce type de réflexion, je dirais que j'ai réussi ma mission. Je tiens tout de suite, merci infiniment Nadia Fadil de nous consacrer de votre généreux temps depuis la Belgique, à distance de la France. Merci infiniment Jean-Michel Landré d'avoir cru à ce projet. Merci aussi à toi. de m'avoir encouragé dans ces pérégrinations qu'on s'acheminait dans ma tête d'être quelque part un compagnon et un allié sur cette question. Merci à vous, mesdames, messieurs, qui étaient là. Donc voilà, je vous invite à découvrir les travaux de nos deux invités. Donc il y a énormément de références qui vous ont été partagées dans le chat. Prochaine activité à laquelle je vous convie, interne, une activité tout aussi audacieuse que le secteur Vivre Ensemble et le Centre Justice et Foi va initier, c'est cette fameuse réflexion sur le populisme. Nous avons pour vous un invité qui est le sociologue Federico Tarragoni,
qui va venir nous faire une conférence le 23 mars prochain. Mettez ça à votre agenda, qui a pour titre « L'esprit démocratique du populisme ». C'est contre-intuitif, ça ne va pas de soi. Tarragoni suggère autre chose. Donc, la dimension, la diade démocratie-populisme, il suggère de la réfléchir. Donc, la conférence aura lieu à l'UQAM. Suivez nos infolettres, donc vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc, l'esprit démocratique du populisme en mars prochain, dans le cadre de la semaine d'action sur le racisme, Federico Tarragoni. Avant de terminer, je tiens à vous dire que rien de tout ça n'aurait été possible sans le soutien généreux, inestimable de beaucoup de collègues au Centre Justice et Foi qui sont à nos côtés et qui sont des soutiens indéfectibles sur cette question. Je pense à mon collègue Emiliano Arpin-Simonetti, responsable du service des communications, qui a fait un travail colossal pour faire en sorte que cet événement ait le rayonnement qu'il méritait. Je pense à ma collègue Élodie Ekobena, qui a toujours été à la remorque et à la manœuvre dans l'élaboration thématique et de tous les autres aspects de cette conférence. Mon collègue Sylvain Bouchard pour l'aspect technique, mais aussi pour une infinie contribution, ma collègue Elisabeth Garon et tous les autres collègues que je ne peux pas nommer, donc qui ont été toujours à nos côtés sur ces questions, qui ont fait en sorte que cet événement a été rendu possible. Donc, je vous ai parlé de notre prochaine conférence qui aura lieu le 23 mars prochain. Je tiens à vous dire aussi que le Centre Justice et Foi suggère énormément d'outils pédagogiques de sensibilisation qui ne sont pas toujours des grandes conférences intellectuelles comme celle-ci. Je vous renvoie notamment à l'exposition musulmane, québécois musulmans et après, qui est un outil pédagogique que nous avons mis sur pied qui depuis presque une dizaine d'années maintenant. Cet outil, si vous voulez le découvrir, allez voir sur notre site. C'est une exposition, c'est un photoreportage qui sera bientôt disponible en version numérique. Donc, je vous invite à aller le découvrir. Donc, je vous invite aussi, si vous croyez au type de travail que fait le Centre Justice et Foi, à nous encourager. Concrètement, ça veut dire contribuer à notre campagne de financement. Mon collègue Sylvain Bouchard vous a certainement partagé un lien pour ça. Et je ne voudrais pas vous quitter en vous disant que, et ça c'est un impair que j'ai commis en début d'animation de cette conférence, j'ai tout simplement oublié de dire que ce webinaire est organisé et s'inscrit dans le cadre de la semaine de sensibilisation musulmane, qui en est, je crois, à sa 5e édition. Pour Nadia Fadil, si vous ne savez pas c'est quoi la semaine de sensibilisation musulmane, c'est une semaine qui a été instituée suite finalement aux fameux attentats à la Grande Mosquée de Québec dont vous avez certainement entendu parler. Plusieurs des personnes qui ont été à l'origine de l'institution de cette semaine étaient présentes parmi nous aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, merci infiniment au nom de tous mes collègues. Merci au nom des participants et des participantes. Et donc, on se retrouve le 23 mars prochain.